Bonjour Bertrand Dical, vous êtes l'un des grands spécialistes de la chanson française. Ça fait 25 ans que cette voix inoubliable, 25 ans aujourd'hui que cette voix nous a quittés. On n'est pas prêt d'oublier Serge Gainsbourg. Comme la vague irrésolue, je vais et je viens. Évidemment, Gainsbourg et Birkin, c'est mythique, Bertrand Dical, 25 ans après encore. C'est mythique 25 ans après et c'est encore plus mythique 25 ans après. Parce que c'est vrai que Gainsbourg est un homme assez singulier dans notre histoire culturelle. Il fait penser un peu à Rimbaud de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il est plus grand mort que vif. Gainsbourg est devenu un génie après sa mort. Il est mort il y a 25 ans et pour ceux qui étaient déjà là il y a 25 ans, pour ceux qui s'en souviennent, il y a 25 ans, à sa mort, on ne parle pas de Gainsbourg comme on parle de Gainsbourg Oui. aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui explique cette postérité-là, Bertrand Dical? Je pense qu'il y a deux choses. Un, il y a une œuvre qui est absolument énorme, qui est aujourd'hui ramassée dans des coffrets, dans des intégrales, dans des compilations. Oui, dans un livre, regardez, le voilà, j'en profite pour le montrer tout de suite. Jungle Dog, c'est 1000 pages, vous lui consacrez 1000 pages. C'est une œuvre énorme, en quantité comme en poids, comme en poids culturel. Et à l'époque, on ne s'en rend pas forcément compte, parce qu'à la mort de Gainsbourg, il y a beaucoup de gens qui se souviennent, dans les médias, dans les milieux de la musique, il y a beaucoup de gens qui se souviennent que pendant 20 ans, Gainsbourg n'a pas eu de succès. Oui. Ça paraît fou aujourd'hui. Ça paraît dingue, parce que... Pendant 20 ans, Gainsbourg est un artiste secondaire, presque marginal. Il a une fois un gros succès, 69, Je t'aime moi non plus, avec Birkin. Mais autrement, pendant 20 ans, ça ne marche pas. Ça commence à marcher en 79 avec l'album Aux armes, etc. 2 albums reggae, 2 albums funk rap, la gloire de Gainsbourg dans les années 80, les scandales, le billet de 500 francs, l'outrage fait à Whitney Houston, tout ça, ça fait que entre les gens qui se souviennent qu'il n'a pas eu de succès pendant 20 ans et ceux que Gainsbourg insupporte pendant une douzaine d'années, ça fait qu'à la mort de Gainsbourg est encore un personnage très contesté. Et il faudra le temps pour qu'on réalise à quel point son œuvre est immense dans la chanson française et dans l'histoire de la chanson. Quand on y pense, le Poinçonneur des Lilas, aucun succès. Aucun Il succès. commence comme ça. En 58-59, si les gens connaissent le Poinçonneur des Lilas, c'est par la version des frères Jacques, qui est aujourd'hui une version totalement oubliée, mais le premier album de Gainsbourg, c'est peut-être 500 exemplaires vendus. C'est un artiste tout à fait marginal. Il chante comme ça, écoutez Bertrand. Que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, pareil qu'il n'y a pas de Chanson sous-métier. rive-gauche, Moi, quoi. je fais des Alors, trous dans des aujourd'hui, billets. on dirait de la chanson rive gauche. Mais à l'époque, on dit, ça, c'est de la chanson, c'est un peu trop branché. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de nous la jouer jazz, il essaie de nous la jouer rive gauche. Il est un peu en décalage. Et toute la carrière de Gainsbourg pendant 20 ans sera comme ça. Quand Gainsbourg fait de la pop, aujourd'hui, ça nous paraît le sommet de la pop des années 60. Ben à l'époque, c'est moins bien que Dutronc, c'est moins bien que Paul Naref, c'est moins bien que Nino Ferrer. C'est pas vraiment ce qu'il faudrait pour être une vedette pop. Quand il fait du jazz avec l'album Gainsbourg Confidentiel, aujourd'hui, ça nous paraît le sommet du bon goût. À l'époque, C'est personne une ne leçon s'y intéresse. finalement. On se dit c'est incroyable. Comment le public a pu passer à côté d'un génie comme ça à ce moment-là, hein? Comment le public, c'est pas grave, le public parfois a tort. Ce qui est important, c'est que des années plus tard, ils se rendent compte. Mais c'est aussi une formidable leçon pour les artistes. Et aujourd'hui, vous n'avez pas un artiste en France, et dans une bonne partie de l'Europe, vous n'avez pas un artiste en France qui n'ait étudié non seulement les chansons de Gainsbourg, mais aussi sa carrière, parce que c'est un phénoménal encouragement à faire ce qu'on veut, à essayer, à tenter, à changer, à trouver des nouvelles collaborations, des nouvelles couleurs. Et c'est exactement le modèle des artistes d'aujourd'hui. Oui, alors- Vous prenez un artiste d'aujourd'hui, il fait du cinéma, il fait de la chanson, il fait des chansons acoustiques, il fait des chansons rock, il fait un peu de hip-hop, il fait des collaborations inattendues. C'est exactement ce qu'a fait Mais ce qui est Gainsbourg. incroyable avec Gainsbourg, c'est que bon, c'est un poète, c'est un peintre, c'est un compositeur de chansons traditionnelles. Et puis il a ses amours, évidemment, on parlait de Birkin, mais il y aura Brigitte Bardot, il écrit Initial Bébé avec elle, sa rupture. Il forme un homme, je dirais, un mythe à l'écran. Alors, Gainsbourg, c'est une légende extraordinaire parce que à aucun moment ça ne marche vraiment. Imaginez,
67, l'histoire d'amour avec Bardot réussit. Bardot décide de quitter son mari et de vivre avec Gainsbourg. Ils font Je t'aime moi non plus. Ça n'aurait pas été un scandale européen, c'était un scandale mondial. Même le Vatican, Vatican. Ensuite, Gainsbourg n'aurait plus jamais bougé. Quelle raison aurait-il eu après d'aller en Jamaïque faire un album de reggae? Et en fait, on doit se féliciter aujourd'hui des échecs de Gainsbourg, et même de certains de ses échecs amoureux, parce que il puise dans l'échec la force d'essayer quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est fascinant. Et c'est vrai que quand on écrit sur la carrière de Gainsbourg, évidemment, il y a un foisonnement d'histoires, d'œuvres, de collaborations, d'aventures absolument incroyables, mais il y a aussi cette force, cette vitalité absolument incroyable. Quand on termine un chapitre, et j'en termine beaucoup en disant « Hélas, virgule, l'album n'est pas un succès commercial, point », chapitre suivant, Gainsbourg tente une nouvelle aventure. Il part à Londres, il part en Jamaïque, il essaye quelque chose de nouveau, il rencontre quelqu'un avec qui travailler et lancer de nouvelles aventures, il fait de la musique de film, il décide d'être réalisateur, il travaille pour des dessins animés. Gainsbourg, en permanence, essaye quelque chose. On a entendu l'Initial Bébé, la rupture avec Bardot. Et puis il y a Je suis venu te dire que je m'en vais. Là, c'est la rupture avec Birkin. À chaque fois, il invente. Alors, à chaque fois, il invente quelque chose. Alors, la chanson est bouleversante parce qu'on entend pleurer Birkin. C'est vraiment Birkin qui pleure. Alors, nous, on prend ça comme une chanson de rupture. Mais à l'époque, c'est pas une chanson de rupture. Il est en pleine histoire d'amour avec Birkin. Ils ont un bébé, tout va bien, c'est magnifique. Alors écoutez, quand même, pourquoi elle pleure? Écoutez la chanson. Je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Donc là, on va entendre Jane qui pleure. Il est en pleine histoire d'amour, Jane pleure, mais en fait, Jane, il l'a enregistré un jour où elle avait le cafard, parce que sa fille était en Angleterre, lui manquait, etc., etc. Il l'a enregistré, et puis il prend les sanglots de Birkin sur cette chanson, dans laquelle il raconte qu'un jour ou l'autre, pas tout de suite, mais il va mourir. Je suis venu te dire que je m'en vais, c'est les paroles qu'un cardiaque qui vient de faire un infarctus dit à sa jeune femme, qui a 20 ans de moins que lui, en lui disant « Bon, un jour ou l'autre, je vais mourir ». Mais ce qui est extraordinaire et ce qui est très symbolique de l'histoire de Gainsbourg, c'est qu'on prend ça pour une chanson de rupture. Et c'est ça qui est fabuleux avec Gainsbourg, c'est qu'il y a toujours des décalages, il y a toujours des incompréhensions. C'est-à-dire qu'on prend la Marseillaise, la Marseillaise reggae de Gainsbourg, comme un outrage fait à l'hymne national. Pas du tout. Lui, il dit, au contraire, moi, je veux lui rendre son sens patriotique, je veux lui rendre son sens premier, je veux lui rendre son caractère révolutionnaire et révolté. Et à chaque fois, Gainsbourg, c'est comme ça. Et on a l'impression que de quiproquo en quiproquo, Gainsbourg a raté une partie de sa vie. Ça, c'est vrai. Mais en tout cas, il a réussi sa postérité. Si 25 ans après, on est tous fous de Gainsbourg, c'est sa plus grande réussite. Il n'y est pas arrivé de son vivant, mais mon Dieu, quelle postérité posthume, c'est unique dans notre culture. Ce qui est incroyable, c'est une autre chanson, c'est Elisa. Je ne savais pas, et j'ai appris par ce livre, que c'est une chanson qu'il avait écrite pendant la guerre. Viens me chercher des poux, on comprend ce que ça veut dire. Oui, il l'a écrite pendant son service militaire, et parce qu'à son service militaire, il attrape des petites bébêtes, évidemment, et c'est une blague avec Lise, sa première femme, et c'est une chanson qui chante comme ça dans le couple. À l'époque, il ne pense pas devenir chanteur. Et ça va devenir plus tard une chanson qui va avoir plusieurs incarnations successives, et Gainsbourg, c'est ça. C'est-à-dire qu'un jour, il a une idée, 20 ans plus tard, il va ressortir cette idée et en faire un succès, et en faire un tube, et en faire quelque chose de magistral et de majestueux. Oui, mais derrière l'apparente légèreté, il y a toujours ce fond. Je parlais de la guerre. Voilà, il y a toujours un fond, finalement, une recherche. Il y a l'album Rock Around the Bunker. Il y a toujours ça. Faut pas oublier que Gainsbourg est un survivant. À 10 ans, il porte l'étoile jaune. Il doit d'avoir survécu aux justes français, à des gens qui les ont cachés, sa famille et lui, sous une fausse identité. C'est d'ailleurs significatif. Gainsbourg, pendant la guerre, il se cache sous le nom de Lucien Guimbard. C'est pas un hasard si des années plus tard, Gainsbourg ressurgira. Et Gainsbourg, il se souvient de ça, il sait ce qu'est la Shoah. Et quand il écrit Rock Around the Bunker, en 1975, ça choque évidemment beaucoup de gens. Parce qu'il se moque de Hitler, il en rit, Eva Braun. Il fait des blagues avec Hitler, il fait des blagues avec les SS, il fait des blagues avec la Gestapo. Et pour énormément de gens, c'est insupportable. Mais c'est sa façon à lui d'exorciser le traumatisme
qu'a été l'occupation, qu'a été l'Étoile jaune, cette espèce de traumatisme rétrospectif de réaliser qu'il aurait pu disparaître, lui aussi, comme 6 millions de Juifs dans la Shoah. Et en fait, cet album, c'est un des albums les plus personnels de Gainsbourg. D'ailleurs, c'est significatif, la couverture de Rock Around the Bunker, qu'est-ce que c'est? C'est un autoportrait de Gainsbourg dessiné par Gainsbourg lui-même. C'est bien la preuve que cet album-là est un album infiniment personnel, mais infiniment incompris. Aujourd'hui encore, il faut le dire, Oui. c'est un des albums les moins écoutés de Serge Gainsbourg. Mais ce sera peut-être demain, comme les autres qui n'avaient pas été écoutés, considéré comme son meilleur album ou son chef-d'œuvre. Il faut aller le réécouter et personnellement, je pense que certaines des chansons de cet album comptent parmi ces chefs-d'œuvre d'écriture. Une chanson comme SS si bon, on est du niveau de poésie d'un Queneau, d'un Pérec, d'un Mallarmé dans la façon de jouer avec la langue française. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque, on entend juste des jeux de mots, des blagues, et on ne se rend pas compte que ce Serge Gainsbourg est un des plus grands manipulateurs de la langue française qu'on ait dans la deuxième moitié du XXe siècle. Merci beaucoup Bertrand Dical. Tout Gainsbourg pour les 25 ans donc de sa disparition. C'est un formidable livre. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.